Vous êtes en poste en Suisse et votre entreprise risque de se séparer de vous, ou alors vous voulez partir? Je vous propose d'écouter les conseils d'Alessandro Brenchi, avocat spécialisé en droit du travail, qui va vous expliquer tout ce qu'il faut savoir dans le cadre de la fin d'une relation de travail en Suisse. Allez, c'est parti! Bienvenue sur Travailler et vivre en Suisse, le seul podcast entièrement dédié à l'emploi et à l'expatriation en Suisse. Nous vous aidons à mieux comprendre la Suisse et à concrétiser votre projet professionnel avec des conseils et des infos pratiques. Résidents, expatriés, frontaliers, écoutez dès maintenant notre spécialiste, David Talerman. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Travailler et vivre en Suisse. Alors le marché de l'emploi en Suisse, comme ailleurs, étant ce qu'il est, j'ai trouvé intéressant de demander à un spécialiste du droit et notamment du droit du travail quelques conseils pour aborder la fin de la relation de travail. Alors j'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alessandro Brenchi, avocat à Lausanne. Alessandro, la parole est à toi. Alors merci David, bonjour à toutes et à tous. Alors David a déjà dit mon identité, Alessandro Brenchi. Je travaille en tant qu'avocat dans l'étude Adrestia Legal à Lausanne. C'est une étude qui est généraliste. Alors moi, je l'ai appelée globaliste puisque c'est ma propre étude, donc on traite de tout. On fait absolument de tout dans cette étude, notamment du droit du travail qui apporte un certain nombre de ramifications, que ce soit en droit des assurances sociales ou en droit des étrangers. Et j'ai donc une activité spécifiquement en droit du travail, que ce soit à Lausanne, mais aussi à Genève. Et cela fait donc 6 ans que je pratique en tant qu'avocat. Mon expérience vient également du fait que j'ai été un juge dans une juridiction spécialisée en droit du travail du côté de Lausanne que l'on appelle le tribunal des prud'hommes. Donc, cela me permet aujourd'hui d'avoir une vision générale, globale et d'expérience sur le monde du travail, que ce soit en tant que représentant de travailleurs ou d'employeurs ou lorsque j'étais juge à l'époque. Excellent, Alessandro. Merci en tout cas de ta présence et de ton temps. C'est un sujet évidemment plutôt chaud en ce moment, malheureusement, je dirais. Alors, première question. Comme tu le sais, je suis originaire d'un pays où finalement le droit du travail est particulièrement protecteur pour le salarié. Est-ce qu'on peut dire la même chose en fait pour le droit du travail suisse? Alors en droit suisse, il faut le prendre sous plusieurs angles en réalité parce que en France, il y a le code du travail qui est un code assez volumineux par rapport à nous. Et en réalité, nous, on doit le prendre sous plusieurs angles, ou en tout cas sous 3 angles différents. Le premier, c'est notre texte de base qui est le code des obligations. Le code des obligations qui prévoit le contrat de travail qui est en réalité assez libre d'une certaine manière. Alors on s'est rendu compte par la suite qu'il y avait un régime qui était peut-être un peu trop souple ou peut-être trop large, donc le Parlement a décidé d'édicter un certain nombre de lois spéciales qui permettaient de protéger. Donc vous avez la loi sur le travail et des ordonnances d'application de cette loi sur le travail, notamment ce qui concerne les congés, que ce soit la protection sur le milieu de travail, en matière d'hygiène, en matière de santé. Et puis, il y a une chose aussi qu'il ne faut jamais oublier dans le cadre de la Suisse, qui est un peu différent de la France, mais qui commence un peu à être intégré en France, c'est les conventions collectives de travail ou les contrats cadres. Ça peut être un peu différent. Donc, ces textes qui sont des textes en entreprise ou par secteur, par branche donc, qui peut avoir un régime de protection accru par rapport à ce qui est prévu par la loi de base, qui est le code des obligations. Donc, ne jamais oublier, lorsque l'on est travailleur ou employeur, qu'on a 3 stades de protection en Suisse. La loi, en guillemets simple, qui est le code des obligations, avec un régime spécial ou plus important de la loi sur le travail, qui est fédéral, et un régime encore plus spécifique, plus protecteur, par branche dans les conventions collectives ou dans les contrats cadres. D'accord. Donc, en fait, la règle, si je comprends bien, c'est que les conventions collectives et les contrats cadres ne peuvent pas dégrader le droit des collaborateurs, c'est ça? Exactement, oui. Ok. Merci en tout cas pour cette précision. Alors, quels sont les devoirs fondamentaux d'un collaborateur qui se fait remercier par son entreprise et ses droits aussi, parce qu'on va parler des devoirs, mais des droits? En fait, rien ne change en tant que tel par rapport au régime ordinaire du contrat de travail. Donc, ce qui veut dire que le salarié va devoir toujours avoir une obligation de fidélité, de loyauté vis-à-vis de son employeur, et il va toujours bénéficier des divers droits qui découlent du contrat de travail. Les petites modifications qu'il va y avoir, ce sont les suivantes. L'obligation de fidélité et de loyauté, cela veut dire que l'employé va devoir avertir son employeur dans l'hypothèse où il trouve un travail dans le cadre de son délai de congé. Parce que cela peut avoir un impact, notamment par rapport à son salaire, s'il doit y avoir une variation de salaire en plein mois de délai de congé. Donc, il doit l'avertir. Il doit aussi faire quelques démarches au niveau des assurances sociales
notamment s'avertir auprès du chômage dès le moment où il reçoit, dès le moment où il reçoit la lettre de congé. Et en tant que tel, il n'y a pas de grand changement qui arrive en ce qui concerne les obligations. S'agissant des droits, il va bien évidemment recevoir son droit au salaire, avoir des compensations en ce qui concerne ses heures supplémentaires, les frais qu'il aurait dû dépenser pour pouvoir accomplir son obligation de travail. Les vacances aussi vont devoir être décomptées. Il y a un droit particulier qui intervient notamment dans le cadre du délai de congé, ou en tout cas dans le cadre de la réalisation du contrat de travail, c'est que l'employeur a l'obligation d'avertir son employé sur les conséquences en matière d'assurance sociale du licenciement. Donc, l'employé doit recevoir l'information de la part de son employeur s'agissant de la couverture d'assurance accident et d'assurance maladie à la fin du contrat de travail. Ça, il doit le demander. S'il ne l'a pas fait, l'employeur doit le demander. D'accord, ok. Ah oui, c'est quand même, oui, il faut quand même le savoir. Et ça, c'est un détail qui est extrêmement important dans l'hypothèse où il y a un problème qui survient juste après la fin du délai de congé. Et si l'employeur ne l'a pas averti, effectivement, il y a un problème. Donc, l'employé doit recevoir cette information de la part de son employeur. D'accord, merci Alessandro, c'est précis. Oui, pardon, oui. Et autre chose que l'on peut rajouter, c'est que dans l'hypothèse où l'employé se fait licencier, celui-ci a bien évidemment le droit de recevoir une motivation. Donc, il doit à tout moment demander la motivation du licenciement pour déterminer si oui ou non le motif de congé en cas de licenciement est justifié. D'accord, effectivement. Alors moi, ce que je sais, c'est que cette motivation, a priori, l'employeur n'est pas obligé de la donner. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de dire pourquoi tu pars. C'est juste, oui. D'accord. Mais par contre, si tu la demandes, il ne peut pas refuser, c'est ça? C'est ça. Ça devient louche s'il la demande pas. S'il la demande pas, surtout s'il la donne pas. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. D'accord, effectivement. Et là, on aborde un point qui pour moi est très important. Comme tu le sais, on a un petit peu échangé sur ce sujet. C'est finalement la différence entre le droit et la pratique. Et selon toi, toi qui as l'habitude, qui était au prud'homme, quelle est l'attitude en fait idéale à adopter pour un collaborateur qui se fait remercier? C'est quoi tes conseils sur ce sujet? Alors, bien évidemment, c'est vrai que si l'on prend d'un point de vue humain, le simple fait de recevoir une lettre de résiliation est un choc. Donc, c'est vrai que la première réaction que l'on pourrait avoir, mais qui est tout à fait humaine, c'est de dire je vais réagir tout de suite, je vais contre-attaquer. La question qu'il faut se poser en tant qu'employé et aussi en tant qu'employeur, c'est de savoir pourquoi cela s'est passé de cette manière. Si le licenciement il est justifié parce qu'il y avait un problème que ce soit de comportement ou qu'il y avait un rendement qui n'était pas forcément justifié, eh bien, c'est très difficile pour l'employé, éventuellement dans l'hypothèse où l'employeur a toutes les informations et toutes les preuves, de pouvoir contre-attaquer. L'important de mon point de vue est d'essayer le plus possible d'absorber le choc et de pouvoir aller dialoguer avec son employeur, et l'employeur doit dialoguer avec son employé. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une résultante ou un élément qui va avoir une conséquence fondamentale à la fin des rapports de travail, c'est le certificat de travail. Le certificat de travail en Suisse est extrêmement important puisque c'est la carte de visite pour l'avenir de l'employé. Alors, bien évidemment, l'employeur doit fournir un document, un certificat de travail qui soit conforme à la réalité et qu'il n'y ait aucun élément qui soit négatif de manière gratuite. Par contre, s'il y a une possibilité de pouvoir dialoguer et de pouvoir négocier un texte qui soit le plus conforme à la réalité et le plus élogieux possible, ça c'est un élément à prendre en considération dans le cadre de la fin des rapports de travail. Donc le conseil en réalité, c'est d'une part d'absorber le choc, qui est bien évidemment humain et tout à fait ordinaire, et d'autre part d'essayer de maintenir un dialogue entre les parties, pour finaliser les rapports de travail de la manière la plus sereine possible. Pourquoi? Parce qu'après, d'aller au prud'homme, c'était une épreuve aussi particulièrement importante qu'il faut prendre en considération. Je dirais le marché suisse aussi est un marché, et particulièrement le marché roman, est un marché quand même aussi assez étroit. On a quand même l'habitude de dire que dans son secteur d'activité, tout le monde se connaît plus ou moins. Donc, ça signifie aussi est-ce qu'il n'y a pas un risque, d'après toi, je dirais, à aller au prud'homme par rapport justement à une employabilité future? Est-ce que ça se sait? Est-ce que les employeurs le savent? Est-ce qu'il y a un risque pour la suite? Enfin, quelles sont les conséquences aussi par rapport à ça?
En tant que tel, non, il n'y a jamais de risque d'aller au prud'homme. Alors bien évidemment, étant donné que c'est un petit marché, les gens se parlent et effectivement, dans l'hypothèse où dans un secteur spécifique, on sait qu'un employé ou un employeur a été attrait au prud'homme, ça va se savoir. Mais en tant que tel, il n'y a pas de risque d'aller au prud'homme. Pourquoi? Parce que si le dossier est correctement établi par l'une ou de l'autre des parties et que la cause est remportée, eh bien, de toute manière, la personne va en sortir renforcée. Pourquoi? Parce qu'elle a fait correctement valoir ses droits. Donc, en tant que tel, il n'y a pas de risque à aller au prud'homme, ce d'autant plus que la procédure des prud'hommes en Suisse a pour but d'essayer d'apaiser très vite les tensions. Pourquoi? Parce que c'est une procédure plutôt simple. En principe, elle peut être faite, seule, entre guillemets, ou alors accompagnée par un représentant syndical ou un représentant professionnel. Et ce qui se passe, c'est que très souvent, les juges de prud'homme sont des juges très pragmatiques qui essaient d'établir des conventions, ce qu'on appelle des conciliations, entre l'employeur et l'employé. Donc, on essaie toujours de trouver au prud'homme une solution qui permette de sortir la tête haute avec un accord au final. Après, si on n'y arrive pas, on va jusqu'au bout des choses et puis le prud'homme le tribunal des prud'hommes rend son verdict. D'accord, oui, c'est en tout cas l'attitude la moins dommageable, on va dire, pour les deux parties. Exactement, ouais. Alors, disons, d'aller au prud'homme, en tout cas dans ma philosophie de pratique, c'est l'ultime recours après une négociation infructueuse avec un employeur ou inversement avec un employé. Mais il ne faut jamais hésiter à sortir cette cartouche lorsqu'il en a besoin. Évidemment, après voilà, il faut quand même effectivement se protéger en tant que collaborateur, c'est évident, mais effectivement, mais ça c'est quand même une pratique intéressante, c'est-à-dire que même toi, ton rôle d'avocat, il est davantage sur finalement la partie qui se passe avant les prud'hommes. Ce que je comprends, plutôt que finalement après, c'est un peu comme un conflit. Quand on arrive au conflit, c'est que finalement il y a un truc qui s'est mal passé, et puis on a raté quelque chose. Ça, c'est ma philosophie de travail. Après, c'est vrai qu'on peut sans doute se dire qu'il n'y a aucune possibilité de dialogue avec la partie adverse, et auquel cas, on va directement au prud'homme, puis on s'explique directement là-bas. Vraiment, ça dépend à chaque fois des différents cas. S'il y a une possibilité d'amorcer un dialogue qui nous amène à un accord, il faut la saisir parce que ça évite d'aller devant les tribunaux. S'il n'y a aucune possibilité, autant aller devant un tribunal et on s'expliquera là-bas. D'accord, très bien. Merci Alessandro. Ça, c'est vraiment des éléments très intéressants parce que je pense que tout le monde ne va pas au prud'homme, et puis là, on est vraiment typiquement dans la culture locale. C'est vraiment très important de comprendre ça. Surtout quand on vient dans un pays justement où, alors là pour le coup, je parle pour les personnes qui sont étrangères et qui nous écoutent. Dans certains pays, le tribunal est presque plus une solution et un passage obligatoire, alors qu'effectivement ici c'est vraiment pas le cas. On parle, alors on peut peut-être parler maintenant parce que c'était une des questions qui m'a été posée dans le groupe LinkedIn. Quel est le sujet des indemnités? C'est un sujet qui est revenu quelques fois. Est-ce que finalement les entreprises doivent ou peuvent donner des indemnités de départ à leurs collaborateurs? Dans quelles circonstances? Et puis, qu'est-ce qu'on peut en attendre en termes de montant, par exemple? Ok. Alors, en réalité, il n'y a pas d'obligation de verser une indemnité. Alors, petite nuance. Dans l'hypothèse ou dans le contrat de travail, alors on va partir de cette base-là. Dans l'hypothèse où dans le contrat de travail, il y a une clause spécifique qui prévoit le versement d'une indemnité en cas de résiliation ou en cas de départ, bien évidemment, cette clause contractuelle doit être respectée. Mais ça relève spécifiquement du contrat. Dans la loi, il n'y a pas d'obligation de verser une indemnité de départ, sauf dans quelques circonstances, dans l'hypothèse où le licenciement est considéré comme abusif, par exemple, où c'est une indemnité pour licenciement abusif. Il y a aussi des possibilités d'indemnisation, par exemple pour des licenciements en temps inopportun, mais ça, effectivement, il faut voir par rapport à la durée du contrat et le délai de congé. Mais en tant que tel, dans la loi, il n'y a pas d'obligation fondamentale pour l'employeur de verser une indemnité de départ à son employé. Donc, qu'est-ce qui reste à faire? C'est de négocier une indemnité de départ. Alors, c'est tout à fait envisageable pour l'employé de dire, au vu de mes états de service, au vu de l'activité que j'ai déployée dans le cadre de l'entreprise, j'ai le droit, en plus de mon salaire dans le cadre du délai de congé, à une indemnité de départ de tant de mois. Alors ça, c'est tout à fait négociable. On peut sans doute discuter, et puis après, les gens discutent. Mais en tant que tel, dans la loi, il n'y a pas d'obligation d'indemnité de départ. La seule chose qu'il y a, c'est une faculté, sauf si on tombe dans une des catégories qui justifierait le versement d'une indemnité, notamment en cas de licenciement abusif.
D'accord. Et alors justement, dans le cadre d'un licenciement abusif, on parle de quoi comme montant en fait, comme montant maximal, parce que j'imagine qu'il y a aussi une limite. Enfin, connaissant un Ouais. peu la philosophie. Alors, c'est souvent la déception lorsqu'on explique ce qu'est le licenciement abusif en Suisse. Bon, le licenciement abusif, grosso modo, c'est un licenciement fondé sur la personne et non pas sur les qualités professionnelles de l'employé, pour dire les choses assez rapidement. Et le maximum que l'on peut atteindre dans le cadre d'un licenciement abusif, c'est 6 mois une indemnité équivalent à 6 mois de salaire. C'est le maximum. Et il est très rarement admis d'accorder une indemnité pour 6 mois de salaire, puisque là, il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en considération. C'est la durée des relations de travail, c'est l'activité qui a été déployée au sein de l'entreprise, etc., etc., etc. Donc, en règle générale, les 6 mois de salaire, c'est une exception. C'est prévu par la loi, c'est un maximum, mais c'est une exception. Ok, oui, donc effectivement, à ce tarif-là, tu as obligatoirement l'obligation de t'entendre plutôt que d'aller au combat. Le but, c'est d'essayer de tirer le maximum de l'une ou de l'autre des parties. Donc, pour un employé, le but, c'est de tirer un maximum cette indemnité. Après, si on arrive à négocier quelque chose avant qu'il serait supérieur à ce que l'on pourrait avoir au tribunal, il faut le faire. Bien sûr, oui, évidemment. Mais par contre, oui, c'est intéressant parce qu'effectivement, la base légale est vraiment très, elle est très, entre guillemets, modérée, elle est très équilibrée, en tout cas de mon point de vue. Moi, j'ai en référence, en fait, un droit du travail qui est beaucoup plus protecteur. Ouais. Et d'accord, non, c'est vraiment intéressant. Merci. Et puis par rapport au licenciement abusif, juste un petit détail qui est parfois un piège pour les employés, c'est qu'il y a un double délai de protection qu'il faut impérativement respecter, sinon on perd les droits. La première chose qu'il faut faire dans le cadre d'un licenciement abusif, il faut tout de suite faire une opposition dans le cadre du délai de congé au licenciement. On dit tout simplement, moi, employé, m'oppose au licenciement qui a été prononcé en date due. Et ça, on le fait dans le délai de congé. Ça nous permet de protéger, c'est la première protection. Et la deuxième protection, c'est dans l'hypothèse où on n'a pas réussi à négocier l'indemnité de licenciement abusif, dans l'hypothèse où on arrive à la conclusion qu'il y a un licenciement abusif, c'est qu'on a 180 jours. Alors, c'est pas 6 mois, c'est 180 jours depuis la fin du délai de congé pour ouvrir action devant les prud'hommes ou devant le tribunal compétent. Si on loupe le délai d'opposition dans le cas du licenciement abusif ou si on loupe le délai de 180 jours, alors j'insiste, 180 jours et pas 6 mois, pour ouvrir action devant un tribunal, on perd l'indemnité. Waouh. Ok. Bon, au moins c'est réglé. Enfin, c'est fixé. Il y a une règle. Et puis, effectivement, je pense que dans un cas comme ça, si tu veux partir dans cette voie et que tu ne sais pas qu'il faut le contester immédiatement, ça démarre mal. Oui, c'est ça. D'où l'intérêt d'avoir un avocat à côté de soi. On dit Exactement. Toujours que voilà, toujours bien d'avoir un bon avocat à côté de soi. Les conventions de départ, en fait, sont-elles une pratique répandue? Quels sont les avantages pour l'employé et l'employeur finalement? Alors ça arrive qu'il y ait effectivement des conventions de départ entre employés et employeurs. Et pour ça, il faut faire une double distinction. Pourquoi? Parce qu'en Suisse, on connaît deux types d'accords de départ ou d'accords de convention de départ. Alors je vais les dire les deux de manière assez synthétique et montrer les conséquences que ça peut avoir. Alors il y a tout d'abord ce qu'on appelle l'accord de résiliation. En gros, c'est un accord qui met fin au contrat de travail d'entente entre les parties. Donc elles se disent, les deux, on va fixer un délai, disons un terme au contrat de travail, et ce terme, cette fin de contrat est fixée par les deux en accord. C'est possible, il n'y a pas de réglementation spécifique en la matière, il y a de la pratique des tribunaux là-dessus, et c'est tout à fait reconnu. Quelle est la conséquence? La conséquence, elle est très dangereuse pour le travailleur. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas pouvoir invoquer un certain nombre de protections, notamment contre les congés abusifs, ou contre le licenciement en temps inopportun, par exemple grossesse ou service militaire ou maladie ou accident. D'accord? Et ça peut aussi avoir un impact sur le chômage, puisqu'il peut y avoir une suspension du droit à l'indemnité de chômage. Pour quel motif? C'est que le chômage va considérer que, étant donné que c'était un accord, c'est un peu de la faute de l'employé, et par conséquent, on peut le punir. Donc ça, c'est l'accord de résiliation. C'est quelque chose que j'essaie de pratiquer le moins possible lorsque j'ai un employé qui vient me voir. Pourquoi? Parce que c'est très dangereux. Il y a la possibilité d'éviter cela dans le cadre d'une discussion entre parties, mais la conséquence de l'accord de résiliation, c'est effectivement de perdre ces protections. L'autre accord qui existe, c'est ce qu'on appelle l'accord sur les modalités de la fin du contrat. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que l'employeur a mis un terme au contrat et les deux parties s'entendent sur comment on va déterminer, régir les modalités de la fin du contrat. C'est tout à fait possible.
mais simplement c'est que l'on va essayer de moduler la manière dont les rapports de travail vont se terminer. Quel est l'avantage pour le travailleur? C'est qu'il n'y a pas de conséquences défavorables dans l'hypothèse où c'est l'employeur qui a résilié le contrat. Donc si l'employeur a dit « j'ai fixé la fin des rapports de travail à telle date », et que l'employeur et le travailleur ont décidé de se mettre ensemble par un accord sur les modalités de la fin du contrat, le travailleur ne sera pas pénalisé, il ne perd pas ses protections et le chômage ne sera pas forcément sévère sur cette problématique-là. Donc, ça c'est le conseil que je donne tout le temps aux travailleurs. Dans l'hypothèse où vous faites une convention de départ, faites attention à l'esprit, pas forcément au texte, parce que le texte peut dire quelque chose, mais l'esprit est autre. Faites attention à l'esprit. Si c'est un accord de résiliation, les protections qui sont dévolues aux travailleurs risquent de partir. Si c'est un accord sur les modalités de la fin du contrat, là, tout est sauvegardé. D'accord. Et en cas de doute, pour le coup, soit effectivement on va voir un avocat, soit on peut aussi peut-être demander à son employeur dans quelle catégorie on se trouve. Il faut toujours poser la question de savoir dans quelle catégorie on se trouve. Pourquoi? Parce que si dans l'esprit de l'employeur, c'est un accord sur le tout, y compris sur la fin du rapport de travail, eh bien, on risque d'avoir un accord de résiliation. Donc, tout de suite, être clair sur les termes que l'on va fixer, qui fixe quoi, qui détermine la fin du rapport de travail et comment on détermine les modalités de la fin du rapport de travail. Sinon, il y a un problème. Très, très intéressant. Merci, Alessandro. Ça, c'est vraiment très important, très intéressant. Alors, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Alors, peut-être aussi une dernière question. Est-ce que... Qu'est-ce qu'il se passe, pour un collaborateur qui aurait signé une clause de confidentialité dans son contrat? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Sa clause de confidentialité, elle dit, voilà, tu n'as pas le droit de travailler pendant 1 an chez un concurrent. Qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que cette clause est obligatoirement activée? Est-ce qu'elle doit être payée quelque part par l'employeur? Parce que finalement, ça vous empêche de travailler. Comment on peut gérer cet aspect-là? Alors, clause de confidentialité, on l'appelle aussi clause de non-concurrence. Pardon, clause de non-concurrence, pardon, c'est l'erreur, je me suis trompé, bien sûr. Oui. Alors, la clause de non-concurrence, elle est tout à fait possible, simplement, c'est qu'elle ne peut, la limite, c'est qu'elle ne peut pas restreindre la liberté économique du travailleur. Les critères que l'on va vérifier dans le cadre d'une clause de non-concurrence, c'est de déterminer si elle est proportionnée. Si elle est proportionnée dans le temps et si elle est proportionnée dans l'activité et ainsi que dans dans l'aire géographique. Alors, dans le temps, en règle générale, une année, en réalité, ça dépend à chaque fois du type de secteur dans lequel on se trouve. Donc, il faudra toujours voir si le temps qui a été limité dans le cadre du contrat pour cette clause de non-concurrence, elle est justifiée. 1 an, ça me semble un peu excessif, et ça dépend effectivement aussi du secteur. L'aire géographique, dans l'hypothèse où ça dépend toujours du type d'activité. Si c'est un secteur de service, limiter, ou disons, étendre plutôt la clause de non-concurrence à la Suisse romande, bien évidemment, elle serait excessive. En général, on fait un rayon d'action autour du siège de l'entreprise ou autour des pôles d'activité de l'entreprise. Donc, il faudra à chaque fois vérifier pour chaque type de secteur d'activité si la clause de concurrence, d'une part, elle est possible, et d'autre part, dans quelles circonstances, selon quelle modalité. Et si le travailleur se dit prêt à renoncer à une telle activité pendant une durée déterminée, il faut la monnayer le plus possible. D'accord. Donc ça veut dire aussi quelque part, merci beaucoup pour ces informations, ça veut dire aussi quelque part que autant, en tout cas au moment de la signature, pour ne pas perturber l'onboarding ou en tout cas l'entrée et la discussion, mieux vaut l'accepter, mais par contre on discute après. Non, alors justement c'est l'inverse. Dans l'hypothèse où on reçoit une clause de non-concurrence, il faut la vérifier. Okay. Il faut impérativement la vérifier pour voir si elle est tout à fait conforme à la pratique de déterminer si oui ou non elle est proportionnée par rapport à la liberté économique du travailleur. Dans l'hypothèse où on l'accepte, il ne faut pas l'accepter sans autre. De mon point de vue, il faut qu'il y ait une forme de compensation quand même qui soit prévue. Alors ça, bien évidemment, ça se négocie. C'est pas forcément quelque chose qui est absolu. Mais le travailleur doit impérativement, au début, déterminer si oui ou non la clause de non-concurrence elle est valable. Si elle n'est pas valable, il doit la remettre en question tout de suite auprès de son employeur. Parce que sinon ça ne va pas. Ouais, mais là après, c'est vrai qu'il y a quand même aussi un risque, parce que si on est en train de négocier, en tout cas pour rentrer dans la boîte, ça peut refroidir un peu l'ambiance quand même. Ça peut refroidir, mais c'est un contrat.
C'est un contrat et le contrat de travail, c'est pas un contrat qui est imposé par l'employeur. Alors, en principe, hein, bien évidemment, mais une clause de non-concurrence est toujours un danger et il faut qu'elle soit négociée dès le départ. D'accord, oui, effectivement. De toute façon, c'est toujours plus simple une fois que les choses sont bien déterminées à l'avance qu'après. Tu as raison. C'est ça. Très bien. Merci Alessandro. En tout cas, je crois qu'on a vraiment fait le tour des questions. Un grand merci pour ton savoir, pour ta présence. Donc je rappelle, hein, donc tu es avocat donc à Lausanne. Tu officies donc à la fois donc en Suisse romande, mais particulièrement donc à Genève et Lausanne. Et tu es une de tes spécialités, c'est le droit du travail, mais pas que. Tu as aussi pas mal d'activités, en tout cas dans le droit qu'on retrouvera d'ailleurs sur ton site. Alors je te laisse donc peut-être mentionner ton site comme ça. Alors oui. je travaille pour ma propre étude qui s'appelle Adrestia Legal, donc c'est www.adrestialegal.com et sur le site internet on peut voir les diverses activités que je réalise au nom de mon étude, notamment en droit du travail, sachant aussi que le droit du travail amène d'autres types de problématiques, que ce soit en assurance sociale ou en droit des étrangers, problématiques de permis que l'on traite également dans le cadre de notre activité quotidienne. Voilà. Merci Alessandro. Vous pourrez retrouver aussi Alessandro sur LinkedIn. Hein. C'est aussi un moyen assez simple de le retrouver. Nous mettrons toutes les coordonnées, notamment dans l'épisode du podcast. Merci beaucoup Alessandro, merci infiniment pour ton temps, pour ta gentillesse de nous avoir expliqué tout ça avec tout un tas de valeurs ajoutées très importantes, très intéressantes pour les salariés. Merci beaucoup. Je te souhaite en tout cas une excellente journée et je te dis à très très bientôt. Merci à toi, bonne journée à toi et à disposition quand il y a besoin. On en refera sur d'autres thèmes. Voilà, je pense que ça va intéresser pas mal de gens. Ça marche. À tout bientôt. Salut Alessandro. Salut. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de Travailler et vivre en Suisse. Abonnez-vous à ce podcast et notez-le. Visitez le site www.travailler-en-suisse.ch pour plus d'informations sur le sujet abordé aujourd'hui et pour accéder à encore plus de ressources et d'informations.